Alors, bonjour, bonjour. Alors, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde pour cette émission spéciale Équateur. Qu'est-ce qui se passe en Équateur? On va analyser la crise politique qui est en train de se dérouler en Équateur. Hop. Ah. Hop là. Hop là. Voilà, donc j'invite notre ami et analyste, Eduardo Meneses, qui va donc nous faire une bonjour Flore. Et alors déjà, est-ce que vous nous entendez? Je suis en train d'ajouter donc Eduardo Meneses, activiste social équatorien, à ce Facebook Live, pour qu'il nous commente, qu'il nous analyse un peu depuis Quito, qu'est-ce qui est en train de se passer, quels sont les enjeux politiques. Donc, le jour est en cours. Et voilà, Eduardo. Eduardo, comment vas-tu? Bonjour Romain, je t'entends. Voilà, bonjour à vous deux. Alors déjà, on est avec Flore, que tu connais, Eduardo, Miguel. Est-ce que vous nous entendez déjà? Est-ce que vous entendez Eduardo aussi? Bon, ça a l'air. Ça a l'air. De toute façon, s'il y a un problème, évidemment, n'hésitez pas. Vous nous le faites savoir. Est-ce qu'on a un petit peu? Non, on est pile à l'heure, c'est parfait. C'est parfait, on va attendre. On a déjà un petit peu plus de monde qui se joint à nous. Donc bon, je crois on vous entend très bien. Merci Béré. Super, Nathanaël. Un grand bonjour à tous. Alors déjà, à tous ceux qui nous suivent, je vais vous demander aussi de partager sur votre mur Facebook le live. Comme ça, il y aura encore plus de monde qui pourra se tenir au courant de ce qui est en train de se passer en Équateur. Bonjour Luna. Donc n'hésitez pas, partagez le live. Hop, partagez sur mon mur, sur ma page, sur mes groupes. N'hésitez pas à ramener le plus de monde possible pour se tenir au courant de ce qui est en train de se passer en Équateur. Alors, le temps qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte, je pense qu'on va faire on va essayer de remettre en contexte ce qui est en train de se passer en Équateur. Donc, je crois qu'il est pas inintéressant de revenir en arrière et de revenir même avant la période politique de la révolution citoyenne, c'est-à-dire avant l'élection de Rafael Correa au pouvoir. L'Équateur, depuis le milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, était en proie à une instabilité énorme, une instabilité politique. Il y a eu 7 présidents en 10 ans. Il y a eu pourquoi il y a eu 7 présidents en 10 ans? Vous allez me dire précisément par le rejet des mesures antipopulaires faites par les gouvernements néolibéraux d'alors. Il y a eu aussi une crise bancaire à la fin des années 90 qui a énormément affecté le pays. 70 banques ont fait faillite et des dizaines de milliers d'Équatoriens ont perdu leur épargne. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans un sou. Alors, évidemment, ça a touché la micro-classe moyenne, évidemment, qui avait encore les capacités d'épargner. Le peuple était déjà, lui, complètement ravagé par les mesures néolibérales. Ça a amené, et je crois que ce n'est pas inintéressant de le rappeler, une migration d'à peu près 20% de la population équatorienne qui a dû fuir le pays à cause des mesures néolibérales. Là, il n'y avait pas de blocus économique de la part des États-Unis ou de la part de puissances étrangères. Il y avait un programme construit par les présidents d'alors qui a fait fuir 20% de la population, c'est-à-dire le double. Pour avoir des chiffres de comparaison, c'est le double en proportion et en pourcentage des Vénézuéliens qui aujourd'hui fuient le blocus économique contre leur pays. Alors, c'est intéressant de rappeler tout ça. C'est intéressant de rappeler l'anecdote des graffitis sur les murs de Cuenca ou des grandes villes les plus touchées de l'Équateur qui disaient que le dernier qui part éteigne la lumière. Voilà. Là, c'est un peu pour vous poser le contexte. Sur, évidemment, cet Équateur complètement instable, arrive une nouvelle proposition politique qui est portée par Rafael Correa. Alors, Rafael Correa,
c'est un économiste. Il a essayé de changer les choses de l'intérieur en participant au dernier gouvernement avant son élection. Il a vu que ce n'était pas possible dans ce contexte. Il s'est lancé en politique avec un grand appui populaire et a remporté les élections. Une de ses mesures phares, c'était de rebattre les cartes du jeu politique et social et citoyen et de convoquer à une assemblée constituante. Avec cette assemblée constituante, c'est un nouvel Équateur qui prend forme et évidemment une nouvelle politique orientée sur l'être humain. Alors, on peut énumérer quelques réussites de la révolution citoyenne, notamment en matière économique. Il a maintenu une croissance du produit intérieur brut de 3,9% pendant 10 ans en moyenne. La pauvreté a été divisée de moitié, l'extrême pauvreté a elle aussi été divisée de moitié. Pour la pauvreté, on passe de 40% de pauvres avant Correa à 20% de pauvres lorsqu'il laisse le pouvoir à Lénine Moreno, on en reparlera bien évidemment. Au niveau de la santé, par exemple, c'est 21 hôpitaux qui ont été construits par la Révolution citoyenne, des centres de santé, une réforme du système éducatif avec la construction d'écoles, et c'est-à-dire pour répondre aux attentes sociales de la population. Au niveau international, c'est le retour de la souveraineté, et notamment qui s'exprime par l'expulsion de la base états-unienne de Manta, ça a très très mal passé, et aussi par la participation active à la construction de l'UNASUR, à la construction de l'intégration régionale. Le siège de l'UNASUR était à Quito, elle était à la sortie de Quito, à la mitad del mundo, donc pour vous montrer un peu comme l'Équateur était investi dans cette mission d'intégration régionale. Mais surtout, je crois que ce qui est important de mettre en valeur sur cette période de la Révolution citoyenne, c'est la reconstruction de l'institutionnalité de l'État. Après une période complètement chamboulée, de troubles politiques permanents, Rafael Correa et son administration ont réellement tenté de reconstruire un État, une institutionnalité de l'État, et c'est à partir de là que les politiques publiques ont pu s'élaborer en faveur du peuple. Évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts. Ça s'est fait sous le feu permanent de l'oligarchie locale, des pouvoirs économiques et financiers internationaux. Ça s'est fait sous la mitraille médiatique permanente. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. Et évidemment, aussi, ça s'est fait sous le feu permanent des ONG qui n'ont eu de cesse que de dénoncer des violations des droits de l'homme, etc. Là, on commence à connaître la chanson de ces ONG payées par des puissances étrangères pour, en permanence, essayer de détruire et de donner une légitimité aux critiques de ces gouvernements progressistes, quels qu'ils soient. Et ça a été le cas en Équateur. Alors, Rafael Correa, à la fin de son mandat en 2016, a décidé de ne pas se représenter. Et donc, de faire campagne pour celui qui avait été son vice-président, Lénine Moreno. Alors, on ne va pas rentrer, là je crois qu'aujourd'hui, je vais fermer la fenêtre parce qu'on entend les klaxons de la rue de Quito. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le lieu d'essayer de débattre si Rafael Correa aurait dû rester, n'aurait pas dû, s'il aurait dû faire confiance à Lénine Moreno, etc. Je crois que ce n'est pas la peine de poser de questions là-dessus parce que l'idée de ce Facebook Live, c'est plus d'analyser la situation maintenant, n'est-ce pas? Donc, Lénine Moreno gagne les élections. Il ne les gagne pas avec une très grande marge, mais il les gagne. Et il trahit complètement l'idéal de la révolution citoyenne et opère un virage à 180 degrés sur les bases qu'avait posées Rafael Correa et son administration. Pour faire ça, il a été obligé, dans un premier temps, d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Le fameux lawfare qu'on entend, y compris en France. Et notamment, ça s'est dirigé dans un premier temps contre celui qui avait été élu vice-président avec lui, Jorge Glass, et qui a été condamné sans preuve à 6 ans de prison et qui croupit sans preuve en prison aujourd'hui en Équateur. Mais ça n'a pas arrêté à Jorge Glass.
l'ancien président Rafael Correa est lui-même menacé d'emprisonnement s'il rentre en Équateur. Vous savez tous que le président Rafael Correa vit en ce moment à l'étranger, mais de toute façon, il ne pourrait pas rentrer en Équateur sous peine d'être emprisonné, de connaître la même instrumentalisation de la justice qu'a connu Jorge Glass. Et ça s'est aussi dirigé sur des leaders de la révolution citoyenne. Et là, je pense bien évidemment à une personne qui s'appelle Ricardo Patiño, qui a été qui a été ministre des Affaires étrangères de Rafael Correa et qui aujourd'hui est réfugié politique au Mexique. Le Mexique vient d'accorder l'asile politique à Ricardo Patiño parce qu'il sait très bien qu'il est poursuivi, il est persécuté dans son propre pays. Donc, évidemment, c'est très grave. Ça s'est accompagné aussi d'une mainmise complètement irrégulière sur un organisme qui s'appelle le Conseil de participation citoyenne et de contrôle social. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, cette bête-là, ça fait partie de la nouvelle institutionnalité de la République d'Équateur, et notamment, c'est l'organisme qui va désigner les plus hautes autorités judiciaires et électorales. Donc évidemment, il fallait avoir la mainmise, et même de manière irrégulière, sur cet organisme pour pouvoir continuer dans cette opération de persécution généralisée. Je crois qu'il est important de souligner que Lénine Moreno n'est pas le seul traître, parce qu'il n'aurait pas pu opérer ce virage à 180 degrés s'il n'avait pas été accompagné par un grand nombre aussi de politiciens de la révolution citoyenne qui ont trahi leurs idéaux et qui ont accompagné Lénine Moreno dans ce virage et dans ce retour. Là, je crois que c'est important et on va arriver au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, dans ce retour sur les rails du néolibéralisme en Équateur. Lénine Moreno a complètement démantelé les acquis de la révolution citoyenne, notamment par des privatisations, des coupes dans les budgets publics, des baisses d'impôts aux entreprises. Il faut se rappeler aussi que Lénine Moreno a livré Julian Assange à ses bourreaux. Je rappelle que Rafael Correa et son administration avaient décidé de protéger notre droit à être informé, notre droit à tous à être informés en donnant l'asile à Julian Assange dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Lénine Moreno a lui livré Julian Assange et nous a donné un coup de poignard à tous, à notre droit d'être informés, d'avoir une information véridique en livrant donc Lénine Moreno à ses bourreaux. Il a signé l'arrêt de mort de la UNASUR, c'est-à-dire de l'intégration régionale. Il a remis le pays à la botte des États-Unis. Son ministre de la Défense avait même déclaré que les îles Galapagos seraient le porte-avions naturel de l'armée des États-Unis. Alors, on en reviendra parce que ce ministre, Osvaldo Harín, a déclaré aujourd'hui que les militaires pouvaient tirer à balles réelles sur les manifestants si le cas se présentait, si un cas de force majeure se présentait. On n'est pas dans une petite répression comme vous pouvez le voir. Il a été aussi, Lénine Moreno, incapable de lutter, ça je crois que c'est important, puis en plus c'est mon dada, donc je le mentionne quand même. Il a été incapable de lutter contre les cartels de la drogue colombiens. Et on a pu voir au début de son mandat comment les cartels de la drogue colombiens, qui avaient été combattus et repoussés par l'administration de Rafael Correa, ont opéré de toute force sur le territoire équatorien parce que la nouvelle administration était dans la totale incapacité de leur répondre militairement et de manière policière. Donc, on arrive tout doucement à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la colère du peuple équatorien. Les nouvelles réformes qui sont évidemment liées à un accord passé avec le FMI. Le FMI donnait un prêt de 10 milliards de dollars à l'Équateur. Et dans le même temps, l'Équateur se compromettait à appliquer un plan d'ajustement structurel, donc évidemment de raboter les budgets publics et un plan évidemment antipopulaire. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce plan? Une baisse d'impôts sur les sorties de capitaux. Donc évidemment, avec cette baisse d'impôts, on peut s'attendre à une fuite des capitaux dans cette petite économie qu'est l'Équateur.
une réduction des congés payés dans la fonction publique et plus largement une modification des statuts de la fonction publique. La fin des barrières commerciales et d'un certain protectionnisme qu'avait mis en place Correa pour protéger l'industrie équatorienne, l'industrie et l'agriculture intensive équatorienne. Il faut savoir, par exemple, que le peso, la monnaie colombienne, vient d'être évaluée il y a quelques semaines encore une fois de 25%, ce qui rend les exportations colombiennes extrêmement compétitives et surtout plus compétitives que l'Équateur, qui a comme monnaie nationale le dollar et donc qui ne peut pas fixer les cours du dollar ni dévaluer sa monnaie. Et puis, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'augmentation du prix de l'essence. Alors là, évidemment, s'il y a des gilets jaunes sur ce Facebook Live qui nous écoutent, ça va leur rappeler quelques petits souvenirs. Parce que cette augmentation du prix de l'essence, en fait, qui a été décidée par l'arrêt des subventions publiques sur l'essence, se traduit par une augmentation allant de 25 à 123% du prix de l'essence à la pompe, mais aussi cela a une répercussion sur les transports publics et cela a une répercussion sur les produits de première nécessité, notamment dans le domaine de l'alimentation, puisque l'Équateur n'ayant d'autres moyens pour acheminer ces denrées que le transport terrestre, l'augmentation du prix de l'essence a un coût sur le transport terrestre et évidemment est répercutée par les commerçants au final. Et évidemment, au milieu de ça, il y a une énorme spéculation. Donc voilà, là, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le peuple équatorien, depuis maintenant 5 jours, crie sa colère dans les rues du pays, dans les rues de Quito. Il y a eu des affrontements extrêmement violents, une répression extrêmement violente contre le peuple équatorien, mais il ne se démobilise pas. Ces derniers jours, nous avons pu voir comment le mouvement indigène, et alors là on en discutera avec Eduardo, qu'est-ce que le mouvement indigène? Est-ce qu'il répond à des organisations définies ou ce sont les organisations de base? Vous lui poserez toutes les questions. Le mouvement indigène rentre dans la lutte à côté des étudiants, à côté des syndicalistes, à côté des ouvriers, à côté du peuple équatorien dans sa totalité. Le président Lénine Moreno a été obligé de transférer le siège du gouvernement de Quito à Guayaquil, pas plus tard que hier. Donc on voit bien qu'il y a une faiblesse aussi dans ce gouvernement et qu'il a peur. Il a fait appel à l'armée et on est peut-être au bord d'une répression sanglante et d'un bain de sang. Et pour ça, alors évidemment, je vais vous demander de partager donc ce Facebook Live pour que tous vos followers puissent se faire une idée de ce qui est en train de se passer en Équateur en ce moment. Et pour se faire une idée précise, j'ai un invité de marque que j'adore par la justesse et la finesse de son analyse, Eduardo Meneses, qui donc, comme vous pouvez le voir, est juste là. Eduardo, comment tu vas? J'aimerais bien dire bien, mais en réalité, on est pas mal préoccupé en ce moment. Merci pour l'espace, Romain, parce que il faut dire qu'il y a un siège médiatique, pas que à l'étranger, mais en Équateur même, qui est terrible. Et il n'y a que sur les réseaux sociaux qu'on arrive vraiment à comprendre un peu ce qui se passe. Donc, merci pour l'espace. Oui, et en plus, qui plus est en français, là c'est le désert absolu. Eduardo, déjà pour éviter tous les complotismes, surtout ceux qui viennent des médias mainstream, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ou expliquer à ceux qui nous écoutent d'où tu parles, quel est ton point de vue, quelle est un peu ta trajectoire pour que les gens puissent un peu comprendre d'où vient l'analyse. Je crois que c'est assez important. Bien sûr, bon, au départ, moi j'étais un des migrants dont tu parlais, des années 90, fin des années 90, début des années 2000. J'ai vécu en France pendant très longtemps, où j'étais très proche des mouvements de gauche, entre autres de Mélenchon, en France. Et en Équateur, je suis revenu en Équateur en 2013, où, entre autres choses, j'ai participé au gouvernement. J'ai eu la chance d'être à l'intérieur du gouvernement de Corée. Je dis de la chance parce que j'ai pu voir de l'intérieur les bonnes choses, aussi les contradictions qu'il y a eu. Je suis parti un petit peu avant la fin du mandat de Correa,
parce que j'ai pris la décision de travailler surtout depuis les mouvements sociaux. Donc, on va dire que moi, depuis où je parle, surtout depuis ce lien qu'on a créé avec des mouvements sociaux. On a créé une université populaire ici. On a beaucoup travaillé avec des mouvements paysans, certains des quartiers populaires. Et du coup, moi, j'ai jamais été vraiment dans le parti du gouvernement, même si pendant un moment, j'ai travaillé à l'intérieur du gouvernement. Je viens plutôt du lien avec les mouvements sociaux, on va dire, les mouvements paysans et les quartiers populaires. Ok, alors déjà on fait un petit coucou à Tata Fop, à Claudine, à Diana qui nous regardent. N'oubliez pas de partager le Facebook Live avec tous vos followers pour que les gens puissent écouter et suivre ce que nous dit Eduardo. Eduardo, je crois que la question qui s'impose, et évidemment on invite tous ceux qui nous regardent à poser vos questions, hein, Eduardo, pour que ça soit interactif, participatif et que les doutes sur la situation actuelle puissent être levés par Eduardo. Eduardo, je crois que la première question, il y a énormément aussi, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, de, de, de vidéos qui circulent, de vidéos parfois très dures. J'en ai publié quelques-unes sur ma page Facebook. Je vous conseille d'aller les regarder. Eduardo, quelle est l'ambiance là aujourd'hui à Quito? On va dire que À Quito et clairement, dans le pays. l'ambiance, c'est l'incertitude en fait. Si je devrais mettre un mot dessus, c'est ça. Incertitude pour plusieurs raisons. D'abord, ça faisait 20 ans que l'Équateur n'avait pas vécu des mouvements sociaux de contestation de cette ampleur-là. La dernière fois qu'on a vécu quelque chose de ce type-là, c'était même pas quand on a fait sortir le président qui était avant Correa, Lucio Guterres. À cette époque-là, il n'y avait même pas eu cette mobilisation d'ampleur nationale comme on est en train d'observer maintenant. Moi, je dirais que la dernière fois que l'Équateur a vécu quelque chose comme ça, c'était en 99, au moment de la dollarisation, quand le président Jamil Mawad a été viré par le peuple. C'est la dernière fois qu'on a vu quelque chose comme ça. Donc, on a toute une génération qu'en 20 ans, on n'avait jamais connu quelque chose comme ça, qui est en train de voir des grands mouvements populaires de contestation comme ceux qu'on est en train de regarder. Une autre chose qui s'ajoute à cette incertitude-là, je dirais, c'est que le mouvement, il a une grande part de spontanéité dans le sens où il n'est pas nécessairement les leaders des mouvements sociaux traditionnels ne sont pas à la tête. C'est pas eux qui viennent. On peut pas parler d'une organisation depuis des mois de ce qui est en train de se passer. Si toi tu me demandais il y a 3 semaines qu'on serait dans cette situation-là, j'aurais jamais cru qu'on serait dans une telle situation. Et c'est le cas de tous les militants avec qui je parle, de tous les dirigeants sociaux, des mouvements paysans, les leaders des mouvements indigènes. On s'attendait pas à une telle explosion. Même si on savait que dans le pays, il y avait un grand mécontentement, on va dire, il suffit de lire les sondages, même si moi je suis très sceptique des sondages, quand on regarde le niveau d'acceptation de Lénine Moreno, il est en dessous de 17-18% d'acceptation dans le pays. Les mesures antipopulaires, ce n'est pas les premières qu'il est en train de prendre, ça fait déjà toute une série de mesures antipopulaires qui étaient en train de se prendre. Mais on était plutôt surpris du manque de réaction des gens parce qu'on était dans des modalités des mouvements traditionnels qui appelaient à faire une manifestation, des choses comme ça, et les gens ne pliaient pas à ces appels-là. Et en fait, comme tu l'as bien rappelé, l'augmentation du diesel a été ce qui a mis le feu aux poudres, et on a eu cette explosion-là. Donc, c'est une incertitude qu'on est en train de vivre là, d'abord par l'amplitude, l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre, qu'on n'aurait pas vécu depuis 20 ans, et deuxièmement, parce qu'on ne s'y attendait pas à que ça se passe de cette façon-là. Il y a une spontanéité très grande dans ce qu'on est en train de vivre. Oui, alors justement, je crois que c'est intéressant parce que Lénine Moreno et son gouvernement avaient essayé aussi de coopter les leaders de certaines structures ou de corps intermédiaires, notamment syndicaux, notamment du mouvement indigène, de la CONAI. On se rappelle tous que la CONAI a joué un rôle terrible et néfaste dans le coup d'arrêt à l'intégration régionale, puisque en alliance avec Moreno, ils ont récupéré le siège de la UNASUR, qui se trouvait donc à Quito, pour faire une université. Donc est-ce que tu peux nous décrire un peu de l'intérieur, parce que je sais que tu as travaillé aussi à ces rapports. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle était on va dire le point de vue de la base, quelles étaient les réflexions à la base par rapport à ces grandes structures syndicales qui finalement rejoignent le mouvement sur le tard, non? Ou quand je dis syndicales, j'inclus aussi des organisations politiques traditionnelles. Bon, d'abord, moi, je ferai une précision sur ce que tu as dit.
C'est même pas la CONAIE qui a pris cette décision-là dont tu parles, par exemple, sur l'UNASUR. C'est quelques dirigeants qui s'octroient le nom du mouvement indigène. En En fait, plus. c'est très difficile d'analyser la CONAIE en ce moment, surtout en regardant ce qui se passe, comme une organisation organique, organisée d'une façon nationale, comme Alors, on je aimerait je que ça se t'interromps passe. juste un moment, Mhm, Eduardo, pour rappeler qu'est-ce que c'est que la CONAIE, non? C'est donc mhm, la structure, la Confédération nationale des indigènes de l'Équateur. C'est donc l'organisation, on va dire, historique des structures indigènes de base, qui a été très active dans les années 90, au début des années 2000, et puis qui a fini par s'opposer aussi au président coréen. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui certains leaders de la CONAIE s'opposer encore au précédent gouvernement. Donc, je te redonne la parole, je crois que c'est aussi ouais. pour les gens qui écoutent. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une grande distinction entre ce qu'on est en train de vivre maintenant, les gens qui sont en train de venir depuis les communautés indigènes, et est-ce qu'on pourrait appeler les porte-paroles de la CONAIE. Il y a une très grande différence. Je mets un exemple très grand à ça. Si on voit un peu l'exemple de ce qui s'est passé pendant le gouvernement de Corée, pendant les deux gouvernements de Corée, les leaders indigènes, d'une certaine façon, il y avait à juste titre et à tort, parce qu'il y avait des raisons pour que les peuples indigènes haussent leur voix sur certains points. Ils ont appelé à manifester contre Coréa pendant 10 ans. Les Mmh. manifestations qu'on a vues pendant 10 ans n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. En ce moment, il n'y avait pas des leaders indigènes en train d'appeler à manifester contre les Inimon Renault, mais c'est les bases, c'est les communautés indigènes, depuis leur organisation locale, et j'aimerais bien dire depuis leur vécu quotidien, parce que eux, ils sont en train de ressentir de la façon la plus dure les mesures d'austérité du gouvernement, ont décidé de se manifester de la façon dont on est en train de le voir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, j'aimerais pas reproduire une des erreurs que je crois que la révolution citoyenne a reproduit, c'est de mettre tous les indigènes Mmh. sur le même pot, on va dire. Il y a quelques leaders indigènes, porte-parole de la CONAIE, qui ont joué un rôle, lui, clairement réactionnaire. Mais quand tu regardes un peu plus en détail le mouvement indigène, en fait, ils n'étaient pas Oui. suivis. Ils n'avaient pas de légitimité, ils n'avaient pas de représentativité. Et aujourd'hui, on le voit, on voit un des leaders fondamentaux du mouvement indigène, qui était un de ceux qui appelaient à manifester pendant les 10 ans de Corée, qui s'appelle Carlos Pérez Guartambel, Yaku Alias Guartambel, Yakou. Alias Yakou. exactement. Qui est d'ailleurs Yaku, c'est préfet son nom d'un. indigène, on va dire. Comment? Yaku, c'est le nom indigène qu'il a changé. Euh, D'accord. en fait, on voit le rôle qu'il joue, un personnage comme lui. C'est un des leaders indigènes que pendant 10 ans a appelé à manifester contre Corée. Et en étant préfet actuellement, en plein milieu des manifestations, alors qu'on voit la violence policière, alors qu'on voit des communautés indigènes de partout dans le Oui. pays venir en Équateur, affronter sans aucune peur. Moi, j'y étais dans les manifestations hier, quand ils sont arrivés, les marches indigènes à Quito. Euh, Aucune peur face à la répression policière qui était brutale. En plein milieu de ce phénomène-là, on voit Pérez Guartambel, alors que les bases appellent à rien d'autre que dire dehors Lénine Moreno, dehors le président. Yacu Pérez Guartambel est en train de dire en ce moment-là, il faudrait que le président Lénine Moreno finisse son mandat. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne peut pas analyser, on ne peut pas mettre dans un même pot tout le mouvement indigène comme pour dire la CONAIE. Et je pense que c'était une des erreurs de la Révolution citoyenne. Il faut comprendre la complexité de ce que ça veut dire. Hmm. Et aujourd'hui, on le voit comme une force. Beaucoup de gens avaient dit que le mouvement indigène était mort en Équateur, que le mouvement indigène n'avait plus de possibilités progressistes ou de force vive. Et ça, quand je dis ça, je le dis, il le disait à droite, mais aussi dans la même révolution citoyenne. Il y avait une fausse lecture de ça, de dire le mouvement indigène est mort parce qu'on assimilait, et c'est là où je ne veux pas reproduire la même erreur, on assimilait quelques leaders qui s'octroyaient le nom du mouvement indigène au mouvement indigène. Et en fait, aujourd'hui, on voit très concrètement que ce n'est pas vrai, que les communautés indigènes ont encore une force vive incroyable, qui est totalement Oui. capable de faire tomber un gouvernement. Euh, et, Bah et, et ça, c'est un des on va le changements voir centraux. dans les prochains jours.
En plus, là, ce qu'on est en train de dire sur le mouvement indigène s'applique aussi au mouvement syndical, non? Je crois que c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'on a encore une fois une élite syndicale qui est plus du tout en phase avec les syndicats de base et encore pire avec les travailleurs et qui se joint tardivement de la même façon que ces élites indigènes que tu mentionnais au mouvement et espérons ne vont pas essayer de le diviser de l'intérieur. On a des questions de Nathanaël qui nous demande quelles sont les revendications des manifestants, retrait des dernières décisions ou la démission de Lynn Moreno. Et puis il y a Magali et Scott qui nous demande, qui te demande, pas nous, parce que c'est à toi qu'elle demande, si tu peux nous parler du niveau de répression. Donc on va déjà prendre la question de Nathanaël sur quelle est la revendication, et puis ensuite on parlera de la répression, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, sur les revendications, évidemment, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la question de l'élimination des subventions qui existaient pour l'essence. Il faut comprendre que depuis des décennies en Équateur, on avait une mesure qui est très contestée, pas que, pas que à droite, je parle des néolibéraux, mais aussi à gauche, on avait une vision critique de ces subventions-là, puisque l'État est en train d'utiliser de l'argent public pour subventionner de l'essence pour tout le monde, indistinctement. Mais on a hérité ça. Niveau de Ça, revenu. c'est pas quelque chose qui vient de Corée. Ça, c'est quelque chose qui vient depuis presque plus de 3 décennies, depuis le retour à la démocratie. Et c'était quelque chose que chaque fois qu'un gouvernement a voulu questionner, remettait en question beaucoup de dynamiques sociales, notamment le fait qu'en enlevant le prix de l'essence, évidemment les prix des matières, les prix de l'alimentation, les prix des besoins premiers, ils allaient exploser. Parce que la transportation, elle dépend dans l'Équateur, elle dépend essentiellement de l'essence. On n'a pas de train, on n'a pas d'autres moyens de transport. Donc l'essence allait avoir une répercussion très claire sur tout ce qui est l'alimentation, les besoins premiers. Donc effectivement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'élimination de cette subvention à l'essence. Mais il faut comprendre que l'explosion qu'on est en train de vivre, elle ne se comprendrait, elle serait impossible à comprendre sans voir ce qui vient de se passer depuis le début du gouvernement de Moreno. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, le fait qu'on revienne vers le Fonds monétaire international, il faut se rappeler que le Fonds monétaire international a été aussi la raison principale des grandes manifestations populaires il y a 10 ou 15 ans, et ça reste dans la mémoire des gens, Oui, quelque c'est un chose comme ça. traumatisme comme en Argentine d'ailleurs. Et évidemment, le Fonds monétaire international, peut-être les nouvelles générations ne l'ont pas connu, mais nous, et moi qui ne suis pas des plus vieux dans ce pays-là, j'ai 35 ans, je me souviens parfaitement ce que ça signifiait le Fonds monétaire international dans l'imaginaire des gens. Et voir le président Lénine Moreno revenir dans cette dynamique-là et immédiatement commencer des mesures de réduction de l'État, le nombre de fonctionnaires qui a été, euh, qui a été supprimé depuis 1 an et demi est incroyable. On parle de dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur travail dans la fonction publique, sachant que la fonction publique et l'État étaient un des moteurs principaux de l'économie pendant les 10 dernières années, et c'était un changement néolibéral majeur. Là, il y a eu une loi économique qui est passée il y a environ 4 5 mois de précarisation des conditions laborales d'une façon terrible, et une loi qui a fait aussi des dons fiscaux à l'oligarchie équatorienne dans des proportions énormes. Et finalement, tout ça, ça s'est cumulé pendant des mois et des mois. Et on arrive à cette élimination de la subvention de l'essence. Évidemment, la première des demandes en ce moment dans les manifestations, c'est on veut enlever les réformes qui viennent d'être proposées, parce qu'en fait, elles ne sont même pas passées, ces réformes-là. Le président les a proposées, elles doivent être votées à l'Assemblée nationale. Euh, donc, c'est la première des revendications, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va sur le fait que on revient vers le Fonds monétaire international, ça vient vers le fait, quelque chose que tu as mentionné, que le gouvernement est en train d'analyser la remise en place d'une base étrangère en Équateur des États-Unis, une base militaire des États-Unis qui Oui, serait à nouveau sur notre territoire. Donc on a toute une accumulation de choses. Quand tu vois sur les manifestations aujourd'hui,
la revendication n'est plus que celle d'Elsens. Après toute la répression, et comme ça je reviens directement sur l'autre question qui a Oui, été je crois posée, qu'on connaît bien ça pour les gens qui nous écoutent depuis la France, parce que le mouvement des Gilets jaunes a aussi commencé comme ça. et justement pour faire le parallélisme, je pense que aussi la répression qu'on est en train de vivre en Équateur me rappelle un peu ce que j'ai. Moi j'étais en France il y a un an, plus ou moins, j'ai vu un peu ce qui se passait face aux Gilets jaunes. Je pense qu'il y a une volonté d'avoir une répression extrêmement violente, immédiate. Il faut comprendre qu'ici, l'état d'exception a été déclaré le premier jour de manifestation. Il n'y avait même pas eu le temps d'avoir de la violence extrême qu'on est en train de regarder aujourd'hui dans les rues. Il n'y a pas eu le temps d'avoir... parce qu'il y a aussi certains actes criminels qui sont en train de se faire en milieu du chaos qu'on est en train de vivre. Il n'y avait rien de tout ça, que le gouvernement avait déjà déclaré l'état d'exception, avait mis l'armée dans la rue et avait commencé une Hmm. répression brutale. Moi, je pense que ce type de réponse-là, et je faisais un peu la même analyse en France, est faite pour faire peur aux gens qui ne sont pas organisés. C'est-à-dire les gens qui sont dans des organisations traditionnelles, dans des partis, dans des syndicats, dans des mouvements sociaux qui ont une tradition d'organisation, ont peut-être des moyens de résistance et de solidarité entre les mêmes partisans d'un même espace politique pour faire face à ça, mais des personnes qui sortent de façon spontanée dans la rue, qui ne sont pas organisées et qui se retrouvent face à un dispositif d'État où on a l'armée, on a des balles réelles qui ont été tirées, Oui, on a des nouveaux moyens qui ont été d'ailleurs qui ont été ramenés en Équateur par Israël, par des nouvelles coopérations avec l'Israël et les États-Unis. C'est une dynamique pour faire peur aux personnes non organisées, puisque l'État est très bien en train de faire la lecture de les spontanéités de ce mouvement-là. Donc, comme ça, je réponds à l'autre question. La brutalité, elle a été terrible. Si on compte en moins d'une semaine, on a déjà 7 morts. Et quand je dis 7 morts, c'est les 7 morts confirmés, parce qu'on a, comme je vous disais, on a un siège médiatique tellement grand que c'est très difficile de savoir ce qui est en train de se passer dans les provinces de l'Équateur. Il y a eu dans les communautés indigènes qui ont commencé à marcher vers Quito. Il y a eu une répression tout au long de cette marche-là vers Quito. Ils sont arrivés hier, mais ils sont en train de marcher depuis plusieurs jours. Il y a eu une répression brutale où on pense qu'il y a eu d'autres morts qui ne sont pas comptabilisés pour le moment. oui, Pour le moment, il y a moi, même des j'ai vidéos. 7 morts On- de confirmés, mais il y a plus, sûrement plus. Et les arrestations, il y a Jacqueline qui nous demande est-ce qu'il y a eu des arrestations? Combien de personnes ont été arrêtées? Alors, il y a des chiffres officiels. Moi, en fait, moi, en ce moment, je participe. Une des actions militantes qu'on est en train de faire avec quelques camarades, c'est on a organisé un groupe de soutien juridique pour les manifestants qui sont emprisonnés. Donc, moi, je peux faire le contraste entre le chiffre officiel qui nous donne l'État et ce que nous, on est en train de vivre directement sur les lieux d'emprisonnement. Alors, on parle de 600, 700 personnes qui ont été emprisonnées. Mais nous, quand on est sur les commissariats, sur les différents endroits, on voit très bien qu'il y a des manifestants qui sont emprisonnés, ils sont maintenus illégalement pendant 24 heures, 48 heures en prison, et ils sont relâchés sans aucun procès. Il n'y a pas de procès qui est fait, il n'y a pas de, Une garde à vue. de- il n'y a pas de garde à vue, il y a pas des documents qui Ah témoignent oui, de c'est pas leur documenté, arrestation. d'accord. Et en fait, on a, et j'ai des exemples très clairs, le vendredi, on a passé toute la journée avec ce collectif d'appui juridique. La moitié des manifestants qui ont été relâchés sans aucune Documentation. documentation de leur arrestation. Il faut dire aussi que beaucoup de manifestants subissent de la violence policière totalement inacceptable. Hier, il y a eu une des morts que j'ai comptabilisées. C'était un jeune qui a été abattu par la police dans la rue à coups de matraque. Il a été tué à coups de matraque dans la rue. On a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où on peut voir la façon dont les policiers, sans aucune justification, ils sont 10 policiers contre un manifestant qui est à terre et ils se lancent pendant 5 Oui. minutes à le tabasser. On voit beaucoup de ces On a vu vidéos-là en ligne. une vidéo horrible où les policiers balançaient des manifestants au-dessus d'un pont. Je crois que tu as documenté, puisque tu as connu une des personnes qui est morte. J'ai mis la vidéo sur ma page Facebook. Si vous avez quelques tripes, vous pouvez aller jeter un œil. Mais c'est un pont donc qui est à 5-6 mètres donc de hauteur. Et dans la charge policière, ils ont balancé des personnes par-dessus le pont. Donc ils se sont fracassés le crâne en tombant
Je crois que tu connais bien cette affaire-là. Il y a eu 3 morts, il me semble, là-dessus. Oui, bien sûr, on pourrait parler un petit peu pour comprendre le contexte de cela, de quoi il s'agit. En fait, les communautés indigènes, comme je le disais, sont depuis plusieurs jours en marche pour arriver à Quito. Ils sont arrivés hier. Quelques-uns étaient arrivés déjà avant-hier, une petite avancée. Ils sont arrivés depuis hier. Et une des principales actions qu'on est en train de regarder à Quito en ce moment-là, c'est la solidarité. Solidarité de la ville vis-à-vis des communautés indigènes qui arrivent. Donc, on est en train de recevoir, moi, à ma maison, c'est un D'accord. des Ah points ouais. de donation en termes de nourriture. Bon, je vais continuer pendant que Romain il est pas là. En termes de nourriture, de médicaments, de l'eau, aussi des couvertures, parce qu'il fait très froid à Quito. Il y a toute une série de donations qui sont en train de se faire. Et en fait, cette affaire-là, dont Romain parlait, des 3 jeunes qui ont été balancés d'un pont, c'est fait près d'un des marchés de Quito, un des marchés les plus grands de Quito, qui s'appelle le marché de San Roque, où quand le marché avait décidé de se mettre en solidarité avec le mouvement indigène qui arrivait. Et le marché a décidé tout simplement d'ouvrir les portes et de donner de la nourriture aux indigènes qui arrivaient à Quito. Quelle a été la réaction de la police? C'est aller sur place pour éviter que ça arrive, aller sur place pour éviter que cette solidarité se mette en œuvre. Et suite à l'arrivée des policiers, il y a eu des affrontements. Et ces 3 jeunes-là qu'on voit dans la vidéo, tu l'as partagé sur ta page, Romain, c'est terrible parce que les médias, qu'est-ce qu'ils ont fait les médias? Les médias privés, ils disent que c'est des voleurs qui étaient poursuivis par la police parce qu'ils étaient en train de faire des saccades, de voler des choses en profitant du chaos. Le fait est, c'est que nous, on connaît ces jeunes-là parce que quelques-uns de ces jeunes-là viennent des mouvements urbains euh, euh, et on les connaissait quelques-uns, dont moi je connaissais personnellement un des jeunes qui est mort sur ce pont qui a été balancé. Et en fait, ces jeunes-là, il n'était même pas manifestant. C'était un jeune qui allait voir sa mère, qui avait un endroit de vente sur le marché, qui avait entamé cette solidarité avec les manifestants. Il est allé voir sa mère parce qu'il était inquiet de ce qui s'est passé. Il a été poursuivi par les policiers qui étaient en train de tabasser toutes les personnes qui arrivaient sur le marché pour éviter qu'il soit clos. Et c'est terrible parce qu'on dit que c'est un voleur. Ce n'était pas le cas. C'est un jeune que d'ailleurs avait un handicap mental très grand. Il s'est retrouvé en plein milieu de la violence policière et les policiers, ils ont fini par le balancer. Quand tu fais le contraste entre ce qui s'est passé réellement et ce que les médias disent, c'est quelque chose de terrible et qui te laisse voir un peu ce dont je parlais au début, le siège médiatique qu'on est en train de regarder, où il y a une propagande Alors, sur tous les on médias, dira un mot privés et sur les publics, qui est médias. terrible. On dira un mot, je pense, sur les médias. Juste avant, on a une question. Comment interpréter la fuite de Moreno et du gouvernement à Guayaquil? Et puis, Flore qui nous demande s'il y a une grande manifestation qui est appelée demain, si elle est nationale, si elle est juste sur Quito. Voilà. Et puis, il y a une autre question de Nathanaël qui nous demande, mais je crois qui nous demande, qui fait référence dans sa question à l'ancien président Rafael Correa. Cette question, Nathanaël, on la garde un petit peu en suspense parce que ça va être le thème qu'on va traiter juste après avec Eduardo. Alors, il y a une autre question de Karim. Y a-t-il une ingérence des États-Unis? Quelles sont les ingérences? Donc, on va recommencer avec Lénine Moreno. Comment interpréter la fuite de Lénine Moreno à Guayaquil Mhm. dans le contexte de la grande manifestation, effectivement, mentionnée par Flore? Alors, clairement, si on regarde un peu l'histoire des 30 dernières années en Équateur, une manifestation de l'ampleur de celle qui était en train d'arriver à Quito était totalement capable de renverser le gouvernement. On parle d'environ 30 000 à 40 000 indigènes qui étaient en train d'arriver à Quito, auxquels s'ajoutaient les manifestants de la ville. Et Mhm. une telle ampleur de manifestation, évidemment, si le président était resté à Quito, la possibilité du renversement était très possible. C'était quelque chose de vraiment plausible. Euh, la fuite de Moreno vers Guayaquil est possible tout d'abord grâce à l'état d'exception qu'il a mis en place, puisque dans la constitution équatorienne, dans le moment d'un état d'exception, le siège du gouvernement peut être changé à discrétion par le président. Donc, légalement, il avait le droit de le faire. Et les stratégies est très claire. C'est partir de Quito
vers Guayaquil, où Guayaquil, il n'y a pas du tout la même tradition de manifestation qu'on connaît en Équateur historiquement, qui est centrée sur Quito comme siège du pouvoir politique, comme aussi en étant dans la colonne vertébrale du mouvement indigène qui est dans les montagnes et qui avait cette force d'arriver ici. Donc évidemment, les stratégies de Lenín Moreno de partir à Guayaquil, c'est laisser les manifestants sans l'objectif premier qui était d'encercler le président, comme historiquement ça s'est fait, et d'obliger un renversement du gouvernement. Ça, c'est la première Oui, chose. alors Guayaquil, Mais c'est donc la capitale économique, c'est le poumon économique de l'Équateur par rapport à Quito. Donc Guayaquil, c'est la côte, mhm, et Quito, c'est la montagne, et c'est la capitale administrative, c'est la capitale politique du pays. exactement. Toujours bon de préciser pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne le savent pas forcément. Alors, Mais il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait excuse-moi, je que t'ai coupé. Guayaquil, la maire de Guayaquil, Cynthia Viteri, c'est une des plus grandes représentantes de la droite de l'Équateur, que La même si droite la dure. droite politique est en train de se démarquer de Lénine Moreno, même si sur le discours elle le fait, le dispositif de sécurité qu'elle a mis en place en utilisant l'excuse des débordements et de la criminalité qui s'est faite, vient s'ajouter au dispositif de la police nationale, de l'armée, pour mettre en sécurité Lénine Moreno. On a vu que les camions de la mairie de Guayaquil se sont mobilisés tout au long de la journée d'hier pour bloquer tous les ponts d'entrée à Guayaquil, puisque les indigènes sont en train de se mobiliser aussi vers Guayaquil. Et la mairie est en train de jouer un rôle très clair de blocage et d'impossibilité de rentrer dans la ville. Alors là, on a une autre question aussi de Jacqueline qui nous demande est-ce qu'il y aura des nouvelles élections présidentielles? Donc ça dépendra de la lutte elles sont normalement prévues en 2021. Il y a aussi Tatafop qui nous demande merci pour votre clarté qui rend la situation compréhensible pour les non spécialistes. Eh ben, merci à toi de nous suivre. Bisous, bonjour, bonne soirée. Euh, je crois que il y a un truc, tu viens de dire un truc intéressant et qui rejoint la question précédente sur est-ce qu'une des revendications peut être le retour de l'ancien président Rafael Correa? Et que moi je formulerais, je vais te faire une question, c'est qu'est-ce qui peut sortir politiquement de cette situation d'instabilité actuelle? À qui peut profiter cette situation instable? Parce que si bien effectivement Lénine Moreno a remis le pays sur les rails du néolibéralisme, il y a une droite très forte, et je dirais même peut-être même encore plus forte que celle qui soutient actuellement Lénine Moreno, qui finalement fait un peu un rôle de transition entre la révolution citoyenne et peut-être une droite plus forte. Alors, ma question est la suivante. Est-on dans un scénario à la brésilienne? Lénine Moreno est-il le Témère de l'Équateur? Et après Temer, viendrait-il un Bolsonaro équatorien ou la gauche qui subit des persécutions intenses? La gauche, quand je dis la gauche, on va plus parler du camp national populaire, lié à l'ancien président Rafael Correa, qui s'organise autour des idéaux de la révolution citoyenne. Est-ce que ce camp-là a-t-il aussi une chance de s'imposer politiquement, ou est-ce que les événements actuels, finalement, ne vont pas favoriser une demande de retour à l'ordre et à la stabilité que représenteraient des candidats de droite radicale ou des candidats donc du Parti social-chrétien qui joueraient un peu le rôle qu'a pu jouer Bolsonaro au Brésil. Évidemment, quand tu nous répondras à cette question-là, je pense qu'on glissera aussi tout doucement sur les médias, car les médias jouent un rôle de premier plan dans ce qui est en train de se passer actuellement. Bon, déjà, je veux commencer par la première formulation de la question pour reprendre la tienne. Sur les rues de Quito, il n'y a pas la revendication du retour de Correa en ce moment. Ce n'est pas ce qu'on entend. D'accord. Il y a quelques partisans de Correa qui vont le dire, mais c'est même pas la majorité des partisans de Correa qui sont là-dessus. Moi, les mots d'ordre sont très clairs contre le gouvernement, contre les réformes néolibérales. On n'entend pas une clameur populaire du retour de Correa. C'est pas ce qu'on entend. Euh, Après ça, les perspectives. Je vais répéter quelque chose que j'ai dit au début parce que je pense que tout ce que je vais dire
il faut qu'il soit mis cette Ah, je crois recommandation-là. qu'on t'a C'est perdu, l'incertitude. Eduardo. Mais Ah, voilà, c'est bon, est-ce que on tu t'a de m'entends? nouveau. Oui, parfait. Voilà, on t'entend, on Alors, t'entend. Il y a eu une petite coupure. parfait. Je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. Je veux juste redire la dernière chose que j'étais en train de dire. C'est que je veux répéter la première chose que j'ai dit. On est dans une incertitude très grande. C'est très, très difficile, puisque Hmm. personne prévoyait cette explosion-là, de dire vers où vont se diriger les choses. C'est difficile de prédire une éventuelle tombée du gouvernement ou non. Ça, on ne le saura pas. C'est très difficile. Et ce qui est clair, c'est que la perte de légitimité du gouvernement, elle est irréversible. Après les morts qu'on a vécues, la répression qu'on a vécue, le gouvernement, il n'aura plus qu'à se tenir comme il peut jusqu'à la fin de son mandat s'il arrive à survivre cette semaine-là. Euh, les perspectives. Euh, il y a, il y a plusieurs scénarios qui peuvent être en place. Je dirais tout d'abord que les sondages montrent que Rafael Correa continue à monter à nouveau dans l'opinion publique, dans les opinions favorables. Si demain on aurait les élections, le deuxième tour des élections serait entre Rafael Correa et Nebot, qui est le plus grand représentant Ah, de la nous y droite dure, voilà. la droite historique. C'est ce qui se passerait s'il y avait des élections libres avec Correa ici, d'une persécution judiciaire. Ce qu'on appelle, je pense qu'en France, le terme qui est utilisé, c'est lawfare, le terme en anglais finalement, Exactement. de la guerre judiciaire qui est en train de mener. Ben, je crois que d'ailleurs la gauche en France est en train de subir la même chose aussi. Euh, que Rafael Correa en ce moment n'est pas revenu en Équateur, il est en Europe, il est en Belgique, puisqu'il sait très bien que s'il revient en Équateur, jusqu'à, on va dire, la semaine dernière, il n'y avait aucune chance qu'il puisse s'échapper à cette persécution-là. Il allait être mis en prison, même s'il n'y avait pas de preuves, même s'il n'y avait aucun procès judiciaire en forme qui puisse justifier cela, ça allait se passer comme ça. Donc, Correa, il n'est pas là. Jusqu'à la semaine dernière, on était sûr que c'était très peu probable qu'il le laisse Mhm. revenir sans OK. que cela se passe. Après, on ne peut pas savoir le degré d'instabilité dans lequel l'Équateur va arriver et à quel point ce degré d'instabilité pourra mettre à mal cette stratégie de persécution judiciaire. Ça, c'est très tôt pour le dire. On sait qu'il y a beaucoup de négociations qui se passent. On pourra rentrer dans le détail. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail pour les gens qui ne connaissent pas l'Équateur, mais il y a des négociations qui se passent en ce moment même entre la police et le gouvernement, sachant qu'il y a des anciennes ministres de Corée de l'Intérieur qui ont encore du pouvoir dans la police. Il y a des négociations à trois bandes qui se passent partout et la police est en train de jouer un rôle très important là-dedans. D'ailleurs, la Mhm. répression policière est une des façons qu'historiquement la police a utilisées pour augmenter son pouvoir de négociation, c'est-à-dire la police elle-même, elle a des infiltrés qui font augmenter toutes sortes de débordements pour ensuite justifier la répression policière et augmenter son pouvoir de contrôle sur la société. Ça, on est en train de le vivre. On est en train de vivre ce type de négociation et une des raisons pour laquelle l'armée est sortie, c'est aussi une façon du gouvernement de maintenir l'équilibre entre ces forces-là. Bon, tout Ouais, ça c'est ça, dit c'est vis-à-vis de Corée. important que tu nous expliques ça, bien évidemment, parce que ça permet de voir ce qui est en train de se passer sous un autre jour. Après, ça, c'est quand on parle de Corée. Si on met Corée de côté, et aujourd'hui, je serais incapable de dire s'il est possible qu'il revienne au pays ou pas, puisqu'il est trop tôt pour savoir si Mhm. l'instabilité qu'on est en train de vivre pourra mettre à mal la persécution judiciaire qui est en train de se mettre en place contre lui. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui devait être le jour où le procès de Corée devait commencer. Et il a été ajourné puisque je pense que le gouvernement a eu peur que ça allait mettre encore plus le feu aux poudres. Euh, Ça, c'est pour Et donc, Corée. Et Il faut Nebot, préciser. du coup, là, tu viens de nous parler de Coréa, Voilà, et sur la droite, voilà, sur la est-ce qu'ils droite. peuvent tirer les marrons du feu si on me permet cette expression? Clairement, clairement. Aujourd'hui, si on pourrait essayer de voir la tendance dans laquelle on était déjà avant ces manifestations-là, Nebot était clairement le candidat le plus à même de gagner les prochaines élections. Nebot, qui est le Donc candidat historique de la Nebot, c'est droite, le leader un peu, on va dire, historique du camp, donc du Parti social chrétien, qui est aussi le camp de cette droite très radicale, qui a été un des opposants historiques à Correa, qui a été 20 ans maire de la ville de Guayaquil, justement, et qui est un personnage, on va dire, aussi central dans la vie politique de l'Équateur.
Voilà. Et si je peux utiliser un peu un parallélisme pour que les gens comprennent les stratégies de Nebot, moi j'utiliserais un peu un parallélisme par rapport à une stratégie qu'utilisait Marine Le Pen à un moment donné en France, qui était de se démarquer d'une certaine droite déjà stigmatisée d'une certaine façon, puisque lui-même, Nebot, a fait partie de la répression terrible des années 80, où plusieurs personnes ont été disparues, où il y a une persécution extrajudiciaire contre les militants de gauche, les militants de mouvements sociaux. Nebot était parti. Et il a fait partie de cette persécution-là. Donc Oui, il était il ministre de a... l'Intérieur, si ma Non, mémoire non, est bonne. il était gouverneur de Guayaquil. C'était le gouverneur de Et il était Guayaquil. gouverneur de Guayaquil, autant pour moi. Mais c'était la main droite du président à l'époque, politiquement. Donc, Nebot a il traîne derrière lui ça. Et depuis 2 ans, il essaye de faire, et c'est pour ça que je faisais le parallélisme par rapport à Marine Le Pen, il essaye de faire un lavage de façade de toute cette histoire-là. Puisque d'ailleurs, c'est une histoire qui est ancienne. Les nouvelles générations ne la connaissent pas forcément toutes. Euh, Nebot a commencé tout un discours de se dire, moi je suis ni de droite ni de gauche, moi je suis pour le peuple. Il a d'ailleurs sorti cette phrase-là qui est restée marquée pour tout le monde, de dire, de la droite, j'ai appris à gérer l'argent et de la gauche, j'ai appris à l'investir pour le peuple. C'est le type de Mm. discours que Nebot essaye de positionner, mais qui est beaucoup dans l'ordre de la démagogie pure. Euh, Mm. Il a fait, ces dernières semaines, il s'est démarqué de plus en plus de Lénine Moreno et avec les manifestations qui sont arrivées, c'est même pas lui qui l'a fait directement, c'est la maire de Guayaquil qui est sa main droite à lui, qui représente un peu le Parti social christian, le parti social chrétien, qui s'est démarqué clairement en dénonçant les politiques de Lénine Moreno. Euh, Nebot a fait une série d'interviews ces derniers temps en disant que ce qu'il faisait Lénine Moreno, n'était pas correct parce que si on voulait enlever ces subventions-là, il faudrait au même temps enlever tous les impôts et libéraliser l'économie totalement. Ce qui, évidemment, pour tous les gens qui connaissent un petit peu d'économie, savent que ça ne serait pas du tout une solution à la crise économique qu'on est en train de vivre, mais que ça serait une proposition totalement démagogique qui, à très court terme, accentuerait la crise réelle qu'on vit et n'arriverait pas à avoir une stabilité économique dans le pays. Ce que je veux dire, c'est que politiquement, le plus à même de gagner les élections serait Nebot, en étant dans cette hypothèse qu'ils arrivent, que Correa ne puisse pas revenir pour disputer cette élection-là. Ça serait Nebot, mais, et c'est là où c'est intéressant, Nebot ne ramènerait pas, à mon avis, une stabilité économique dans le pays. Je dis économique, je dis exprès pas politique, parce que politiquement, il peut y avoir tout un, euh, une propagande médiatique, parce qu'il y aurait tous les médias alignés sur cet objectif-là de dire on va faire revenir l'ordre dans le pays. C'est d'ailleurs comme ça que le président dont on parlait des années 80 était arrivé dans le pouvoir, en disant il faut de l'ordre, il faut une main dure, regardez toute l'instabilité Mm. qu'on voit. Euh, C'est un peu Politiquement, la rhétorique qu'a utilisée Jair Bolsonaro au Brésil, par exemple. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que politiquement, on pourrait avoir arrivé ça, mais par contre, tout le bagage économique qu'il a derrière lui et les propositions économiques sont en Mm. aucune mesure capables de ramener de la stabilité économique dans le pays. Et là, je viens vers un point qui est crucial. S'il faut rappeler que l'Équateur a une économie qui est dollarisée. Nous, on n'a pas notre propre monnaie. Et les mesures libérales de Lénine Moreno, et tu l'as dit, Romain, au début, sont dans une libéralisation de l'aspect financier du pays, ce qui va faire une fuite énorme de dollars, une manque de liquidité terrible pour le pays, qui peut mettre en danger la dollarisation. Et les propositions de Nebot, qu'il a exprimées ces jours-ci, qui sont purement démagogiques pour ramener ses critiques vers Lénine Moreno, pour essayer de gagner cette image de main dure, si tu les analyses économiquement, elles sont incapables d'enrayer ou de freiner ce cycle de fuite de capitaux du pays, ce cycle de récession économique, de manque de liquidité, ce qui veut dire que même s'il arrive à gagner les élections, le contexte économique du pays très vite lui exploserait euh, par-dessus. Et moi, je pense qu'il n'y aurait pas une possibilité et des conditions réelles de stabilité politique dans le pays, même s'il gagne avec un capital politique fort de ramener de l'or de la main forte. Ce qui reste, et ça on l'a vu dans l'histoire de l'Amérique latine, pas que de l'Équateur, la seule chose qui reste quand ces choses-là arrivent, c'est la répression. C'est la seule chose dans laquelle les Oui, oui. gouvernements se sont basés pour essayer de maintenir l'ordre, c'est la répression. Et on est en train déjà de voir une partie de cela ces jours-ci.
Alors, ça coupe. D'accord. Alors, il y a une question de Dimitri. Alors, lorsqu'on parlait de la droite, on va dire traditionnelle équatorienne, aujourd'hui, il y a Lénine Moreno se rajoute à ce camp-là, mais effectivement, il y avait Nebot, on va dire la droite historique, avec une certaine rhétorique populaire. De fait, nous avons écouté donc Cynthia Viteri, qui est de la main droite de Jaime Nebot et donc maire de la ville de Guayaquil, dire que c'était horrible ce que faisait le gouvernement de Moreno, qui quittait de l'argent au peuple, aux gens qui travaillaient, alors que cet argent qui allait être économisé allait seulement servir à nourrir pendant 2 mois la bureaucratie de l'État équatorien. Donc en fait, la proposition de ces gens-là, c'est non seulement de retirer les subventions, de laisser quelques miettes démagogiques, mais surtout de détruire l'institutionnalité de l'État équatorien. Ça, c'est une des tendances, je dirais une tendance historique. Mais il y en a une autre, et c'est la question que nous fait Dimitri. Guillermo Lasso, où est Guillermo Lasso? Guillermo Lasso était donc le candidat qui s'est opposé à Lénine Moreno, qui était donc au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est un banquier. Il est propriétaire du Banco de Guayaquil, donc de la ville, de la banque de Guayaquil. Il est évidemment donc au cœur du poumon économique de l'Équateur. Qu'en est-il de Guillermo Lasso? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a une chance? Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois aussi, dans la description que tu nous fais, une possibilité d'effritement de la droite, de compétition entre deux représentants de cette tendance-là? Qu'en est-il de cette dichotomie de Guillermo Lasso? Alors, c'est encore une fois, je répète ce que j'ai dit depuis le début, c'est très difficile de lire la sortie de cette crise-là. Ce qu'on a pu observer pendant ce jour-ci, c'est que les stratégies de Nebot face à celle de l'assaut sont allées dans des sens divergents. Les deux, ils ont fait des paris différents. Euh, Nebot et le Parti social-chrétien a décidé de condamner les mesures de Moreno et de demander le recul de ces mesures-là, alors que l'assaut, il s'est mis du côté de ces mesures-là. Il a répété la propagande du gouvernement en disant que c'était des mesures nécessaires et je demande l'arrêt des manifestations. Donc, moi, je pense que stratégiquement, ce choix-là est néfaste pour lui. Je ne pense pas qu'il puisse payer d'aucune façon. Je pense que d'ailleurs, il risque de revenir sur ce qu'il a dit à un moment donné, puisque les événements qui se déroulent depuis une semaine montrent que cette position-là n'est pas tenable. La seule chose qui va tenir le gouvernement, c'est juste la répression et la peur sur les gens, ont d'aucune façon une légitimité quelconque politique derrière. Donc, je pense que l'assaut, il a été annulé ces jours-ci, en ce moment. Après, et je reviens sur cette chose-là, l'horizon est totalement incertain. Euh, moi, je serais incapable de dire ce qui va se passer d'ici un an si l'assaut il puisse revenir. Moi, je pense, et on le disait déjà avant toutes les manifestations qu'on est en train d'observer, l'assaut était en train de descendre face à Nebot. Puisque Nebot, il a un autre discours. C'est quelqu'un qui a fait exprès de se tenir à l'écart de la dispute nationale pendant très longtemps pour ne pas, euh, pour ne pas faire face à Correa, parce que Correa était un adversaire politique terrible pour toute la droite. Donc il a évité de faire face à Correa directement. Il a gardé du capital politique, alors que l'assaut, il a fait le contraire. L'assaut, il s'est joué contre la révolution citoyenne, il a perdu beaucoup de capital politique là-dedans. À mon avis, il n'est pas dans la mesure de disputer la droite, et je pense qu'il n'est même pas en mesure de diviser la droite. La droite, historiquement, Oui, elle a mais beaucoup de fractures, mais très rapidement, quand il y a un candidat en tête, ils vont l'appuyer. oui, c'est sûr. Oh, alors, mais en plus, il me semble que Guillermo Lasso, donc, qui est donc un banquier, rappelons-le, est aussi en négociation avec le gouvernement de Lénine Moreno pour le rachat de certaines entités bancaires. Donc, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Il y a aussi l'aspect business qui rentre en jeu au-delà de l'aspect politique public, on va dire. Bien sûr, totalement. Il y a des autres intérêts, et moi je pense que on verra la sortie de ces deux prochaines semaines. Je dis 2 prochaines semaines parce que et comme ça, je réponds à une autre des questions que j'avais entendues que tu as mentionné. Demain, c'est la grande marche qui avait été Oui, signalée c'est par le Flore qui mouvement nous indigène et demandait les ça. syndicats. C'est même pas sûr qu'elle ait lieu demain. Elle pourrait avoir lieu aujourd'hui, vu comment les choses se passent et vu les spontanéités du mouvement.
Au moment même où on commençait notre discussion, les manifestants et tous les marcheurs qui venaient de tout le pays étaient en train de se rassembler dans le parc de l'Ejido, qui est un parc historique où les mouvements Hmm. sociaux se ressemblent pour aller vers le palais présidentiel. Donc la marche qui était prévue pour demain pourrait très bien avoir lieu aujourd'hui, la grande marche euh, qui était prévue. Demain est le jour officiel, on va voir qu'est-ce qui étant donné que le Retrouve président. son souffle. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même un petit mot sur les médias, la couverture médiatique? On a vraiment l'impression, quand on lit la presse ou la équatorienne, que on est un peu dans le pays des bisounours. J'exagère un petit peu, mais les médias ont énormément, sont partie prenante de la défense du gouvernement de Lénine Moreno. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur cette propagande médiatique officielle et sur la résistance qui s'opère et quels sont les moyens justement de diffuser de l'information? Alors, moi je pense que le meilleur exemple de ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé hier. Hier, Lénine Moreno a donné il y a eu une intervention dans la télévision nationale, sur toutes les chaînes, qui a duré même pas 5 minutes, où Lénine Moreno s'est limité à dire tout ce qui se passe dans le pays, c'est un complot de coup d'État qui vient de partisans de Correa et appuyé par Maduro. Ce qui n'a aucun sens pour n'importe Par qui le est en train de président voir vénézuélien. voilà, le président vénézuélien. Ce qui n'a aucun sens quand on est dans la rue et on voit ce que les manifestants disent, les revendications populaires, les choses qui sont en train de s'articuler entre mouvements sociaux, entre solidarité, ça n'a rien à voir avec des partisans de Corée en train de lidérer ce mouvement-là. Ils y sont, bien sûr, ils y sont, mais ce n'est pas du tout eux qui lidèrent. Eux, ils sont, je pense, comme la plupart des mouvements un peu constitués et traditionnels, ils se sont greffés à un mouvement beaucoup plus spontané. Il n'y a même pas des drapeaux euh, partisans ni des syndicats dans les manifestations. On n'en trouve même pas un seul drapeau sur les manifestations. Ça n'a aucun sens. Et après cette déclaration, on voit tous les médias répéter en chœur le même type de discours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours plus ou moins, quand les manifestations, après que les premières manifestations aient eu lieu, je dirais même vendredi, les médias ont commencé à criminaliser la contestation sociale en mettant, ce qui devrait être illégal, en mettant en télévision nationale la photo des dirigeants des différents syndicats de transport qui étaient les premiers à se mobiliser, leur numéro de carte d'identité, dans certains cas même les adresses de leur maison, ils ont sorti des informations confidentielles sur leurs biens, combien d'argent ils avaient sur leur compte, en essayant de dire que c'était de la corruption, que c'était des gens qui étaient dans des réseaux mafieux ou des choses comme en essayant de sous-entendre ces choses-là. Ils ont commencé par ça, et aujourd'hui, la communication d'hier du président, ils ont refait exactement la même chose ce midi. Moi, pendant que je vous parle, je suis en train de lire des choses qui sont dites dans les réseaux sociaux, et je viens de voir qu'ils ont fait exactement la même chose avec les leaders du mouvement de Corée. Ils ont mis des photos de quelques-uns des leaders avec des données personnelles en disant c'est eux qui sont en train de lidérer le mouvement, etc. Alors que quand on est sur les rues, c'est pas du tout eux qui sont en train de lire ça, c'est le mouvement indigène, clairement le mouvement indigène et quelques jeunes étudiants qui sont dans la rue, et surtout des gens de quartier populaire qui sont en train de lidérer d'une façon totalement spontanée. Il n'y a même pas de leadership clair dans la rue, c'est quelque chose de très spontané, très semblable à ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Mais le gouvernement essaye de diviser le mouvement en disant que c'est Correa qui le gère, puisqu'il sait très bien que dans les manifestants, il y a des gens qui ne veulent pas être récupérés politiquement. Donc les stratégies, c'est ça, et D'accord. les médias, ils sont en train de répéter ça. Les médias, ils répètent d'un côté que c'est une stratégie des Coréens, c'est pour diviser le mouvement, et d'un autre côté, ils sont en train de dire que c'est même pas des manifestants, que c'est des criminels, qu'ils veulent voler, qu'ils sont en train de rentrer dans des grandes surfaces pour voler des choses. Et c'est les stratégies médiatiques. Il n'y a pas un seul média dans les médias de masse qui ait un autre discours que ce ne soit pas celui-là. Donc, pour revenir dans la dernière partie de cette question,
les stratégies de résistance, c'est les réseaux sociaux. Tout est en train de se passer sur des forums de WhatsApp. Toutes les vidéos en direct. Moi, je dois être dans trois ou quatre de ces chats de coordination. Et c'est en temps réel. En temps réel, on reçoit les vidéos de il se passe telle chose dans tel pont, il se passe telle chose dans cet endroit, on a besoin d'aide ici, on a besoin d'aide là, sur Facebook. Il y a un certain nombre Oui, il y a eu de énormément de presse vidéos qui ont été digitale. partagées sur les réseaux sociaux, effectivement, Ouais. notamment sur WhatsApp. Moi, j'ai pu en publier quelques-unes, mais il y en a, on en reçoit. On peut se faire une idée un peu de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a une question aussi de Martine. Martine te demande. Donc, alors, j'espère d'ailleurs que pour Michel, qui nous avait posé la question de savoir euh, euh, qui peut représenter l'unité du mouvement de protestation populaire. Je crois que tu viens de répondre un peu hein, à cette question-là. Euh, où se situe l'armée aujourd'hui? Est-ce que Alors ça, c'est une l'armée peut très, être très, très bonne décisive? Où question. se situe-t-elle? Mhm. Et puis, je demandais peut-être d'être assez concis parce que ça fait quand même 1 heure et quart qu'on discute. Donc, pour pas le perdre le fil Ouais. de nos auditeurs, où se situe l'armée aujourd'hui? Alors ça, c'est une très très bonne question puisque historiquement, l'armée en Équateur, vu que l'Équateur n'a jamais eu une guerre très forte ou un conflit interne, comme ça pourrait être le cas d'autres pays qui sont dans les Il y a eu proximités, le Sénépa quand même, il y a 20 ans. bon, c'est pas ça a été un conflit très rapide, ça n'a pas été quelque chose, et si on aurait vu les moyens qu'avait l'armée à cette époque-là, on voit très bien que l'armée n'a jamais été une armée forte en termes de protection nationale ou de ce type-là, Hum. puisqu'on n'a pas eu à faire face à des grandes menaces en Équateur historiquement. L'armée, historiquement, dans ces grands mouvements populaires, a été celle qui a balancé, a fait pencher la balance en faveur du peuple, historiquement. Si on voit ce Hum. qui s'est passé avec Abdallah, avec... quand je dis le peuple, il faut être un peu plus précis. C'est pas dans un faveur progressiste, mais en faveur de un retour vers, vers une stabilité en faisant admettre quelques-unes des demandes populaires, on va dire. C'est comme ça que je résumerai ce qu'historiquement l'armée a fait. Ça s'est passé D'accord. en En fait, 97 quand elle Abdallah a été menace, elle a la renversé. possibilité de jouer en retirant le soutien à un président ou un autre. Et le Ouais, président sait que sans l'armée, il lui reste plus que l'hélicoptère pour voilà. s'en aller aux États-Unis. Généralement, c'est ce qui Et s'est passé, effectivement. voilà. Mais il y a une autre chose. En fait, si on fait la différence entre la police et l'armée, la culture, elle est très Hum. différente. Euh, déjà, l'armée a une composante populaire très forte et Hum. n'est pas formée pour la répression. L'armée n'a pas été formée pour la répression. D'ailleurs, en Équateur, on a eu plusieurs, plusieurs, plusieurs dynamiques de l'armée en train d'aider dans des questions, je ne sais pas, à construire des routes, construire des écoles, des choses comme ça. Elle n'est pas spécialisée comme la police pour la répression. Il faut dire un des héritages malheureux ou pas, ça c'est un gros débat. Moi, en ce moment, je dirais que c'est clairement un héritage malheureux de ce qui a fait la révolution citoyenne avec la professionnalisation de la police. C'est que la police aujourd'hui, elle sait réprimer les gens. Et on le voit dans la Oui, rue. historiquement, c'est C'est vrai que pas la c'est pas même l'armée. répression. Oui. Le SIG Dies et ceux qui étaient chargés des exécutions de militants de gauche ou des tortures, effectivement, c'était pas l'armée, c'était de la police, effectivement. Ça a toujours été. Donc, En l'armée a Équateur. toujours eu, en Équateur, l'armée a toujours eu un aura de protéger la souveraineté nationale, de protéger le peuple. Même, ça a été la façon de légitimer toujours l'armée. Et en ce moment même, on voit dans plusieurs parties de l'Équateur que l'armée a laissé passer les marches indigènes. Oui, On voit même des images qui sont vraiment très fortes dans des de zones indigènes fraternisation. de l'Amazonie par exemple, où on voit des marches des indigènes de l'Amazonie arriver face à des militaires qui ne sont pas étrangères, puisqu'ils parlent les mêmes langues indigènes, Tout à qui sont fait. des mêmes familles, qui à ce moment qui se rencontrent discutent dans leur même langue indigène, se mettent d'accord, l'armée se fait d'un côté et la marche elle passe. Et l'armée dit clairement on ne tirera jamais, on va jamais réprimer le peuple. Donc ceux qui ont historiquement réprimé, c'est la police. En ce moment, d'ailleurs, si on se revient un petit peu en arrière, on se rappelle la tentative de coup d'État contre Corée,
ça avait été la police qui avait essayé de Hum, faire cette tout tentative de à coup fait. d'État et c'était l'armée qui avait remis ça en place. Bon, en ce moment, on voit que l'armée n'est pas celle qui est en train de réprimer le peuple, c'est la police. Il y a beaucoup d'appels de faits à l'armée de par les mouvements sociaux ou le mouvement citoyen de dire il est temps que vous retiriez votre appui à Lénine Moreno Hum. puisqu'il est temps, il n'a plus de légitimité. Ces appels-là sont jamais faits à la police en Équateur puisque la police, elle est formée pour réprimer. C'est elle qui est en train de réprimer, alors que les militaires en Équateur, historiquement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que le facteur clé, encore une fois, ça va être l'armée. Si l'armée retire le soutien à Lénine Moreno, d'ailleurs, en ce moment, Lénine Moreno a fait ces dernières communications avec les généraux de l'armée derrière lui pour essayer de Hum. faire taire les rumeurs d'un non-soutien de l'armée. De complot. Et il s'est cantonné dans une base militaire en Guayaquil. Donc, tout dépendra, si on arrive à un moment de possibilité de renversement du gouvernement, ça va être l'armée, je pense. Ça va être Très l'armée qui bien. va être le Alors, facteur effectivement, on nous demandait aussi, est-ce que d'élément. l'armée peut prendre le pouvoir? Historiquement, je crois, en Équateur, elle ne prend pas le pouvoir, hein. Elle, par Ouais. contre, elle a la possibilité de ne plus soutenir un des dirigeants élus. Euh, alors, là, on est, comme tu dis, dans l'incertitude. Euh, on va pas non plus spéculer. En revanche, si Lénine Moreno réussit une continuité de son mandat, peut-on s'attendre à un empire, à que la situation empire économiquement pour le peuple et à un risque d'émigration, ce que nous demande Martine, un risque d'émigration importante comme celle qu'a connue l'Équateur au début des années 2000. Il me semble que j'ai vu d'ailleurs il y a quelques semaines un article sur ce thème-là, que dans certaines régions de l'Équateur, la migration vers d'autres pays, notamment européens, recommençait. Alors, pas à l'échelle des années 2000, mais est-ce un risque? Alors, d'ailleurs, d'abord, sur la question de Lénine Moreno, là où on en est aujourd'hui et après la répression qu'on a vécue, moi je pense que la seule chose qui pourrait en ce moment freiner un processus de renversement du gouvernement, pardon, tu m'entends? Oui, bien sûr, je t'entends. On t'entend tous d'ailleurs. Tu m'entends, Romain? Oui, on t'entend tous. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu Alors, la connexion. non, non, tu ne l'as pas perdu, on t'entend. Donc, tu étais en train de nous Ok, parler, effectivement, pardon. après les répressions de Lénine Moreno, que peut-il se passer? Que peut-il faire? Ouais. Alors, moi je pense que vu le mouvement de masse qu'on a ici et même vers Guayaquil en ce moment même, la seule chose qui pourrait arrêter un processus de renversement de gouvernement, c'est la répression. J'espère qu'il n'y aura pas encore plus de sang qui sera versé, mais la répression, ça sera le seul moyen pour Lénine Moreno de se maintenir au pouvoir. Il n'y en a pas un moyen légitime de freiner ça. S'il maintient la posture, évidemment, si demain il sort et il dit on va revenir sur les mesures d'augmentation de l'essence et des choses comme ça, on rentrait dans un nouvel scénario de faiblesse de Lénine C'est-à-dire, Moreno. il n'y a pas la Dans- possibilité de négocier. Il n'a pas la possibilité de négocier avec certains leaders comme il l'a fait avec certains secteurs du monde des transports. Non, parce que d'ailleurs, et ça s'est avéré sur les négociations qu'il a fait avec le monde du transport, il n'y a pas de leader dans ce mouvement actuellement. Il a pu négocier avec certains leaders du monde du transport. Je pense que les gens qui ont suivi la négociation du leader de ce syndicat et de ce leader du syndicat n'a même pas touché le 15% des transporteurs. Aujourd'hui, tu vois, la ville de Quito, elle est déserte. Il n'y a pas un bus, il n'y a pas un taxi qui circule aujourd'hui. Même s'il y a eu des négociations faites dans ce leader syndicaux. Donc, il y a personne avec qui négocier. Les seules deux voies qu'il a actuellement, c'est reculer ou réprimer. S'il y a de la répression, ça veut dire qu'il y aura à nouveau des morts. Ça veut dire aussi une perte de la légitimité claire du gouvernement, qui est déjà presque nulle en ce moment. S'il avait euh, autour de 17% d'acceptation après ces manifestations, il n'aura plus rien d'acceptation, ça c'est clair. Donc,
pour que Lénine Moreno reste au pouvoir. C'est ça la perspective. Après, il y a historiquement ce qu'on a vu après un renversement, celui qui a pris toujours le pouvoir en Équateur, c'était le vice-président. Le vice-président, actuellement, c'est déjà lui qui mène l'agenda politique, l'agenda économique, donc il n'y en aurait pas un grand changement euh, du cap politique ou économique qui se ferait. Il faudrait, pour calmer les choses vraiment en ce moment, qu'il y ait un recul dans les mesures phares qui ont été prises par Lynn Moreno. On va voir jusqu'à quel point les corrélations de force se donnent dans la rue. C'est difficile de le dire en ce moment même. Je ne suis pas sûr que le renversement de Lynn Moreno pour que le vice-président reprenne le pouvoir suffirait s'il n'y aurait pas un recul sur les réformes. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Peut-être ça freinerait les manifestations dans les prochaines semaines à venir ou mois à venir, mais il ne les arrêterait pas du tout. Ça, c'est quelque chose de clair. Et bon, je ne sais pas si tu veux continuer sur les questions ou si tu veux qu'on en finisse, mais moi, j'aimerais toucher 2, 3 mots avant de finir. Mais- Eh bien voilà, je te laisse la conclusion et puis bien évidemment, de toute façon, en fonction de ce qui va se dérouler dans les prochains jours, dans les prochaines semaines en Équateur, on aura l'occasion de refaire un Facebook Live, de refaire des vidéos et de rediscuter avec toi, bien évidemment. Bon, pour finir, alors vous n'avez peut-être pas pu le voir parce qu'on est dans un téléphone pour le voir, mais je vais juste vous montrer. Au moment même où on parle, on est en train de recevoir des donations pour le mouvement indigène. Ça, c'est chez moi, mais partout. Donc, il y a des maisons qui s'ouvrent, il y a des espaces culturels qui s'ouvrent, il y a des lieux militants qui s'ouvrent. Il y a des liens qui sont en train de se tisser dans ces manifestations qu'on n'avait pas vécues depuis très, très, très longtemps. Il faut comprendre que le processus de la révolution citoyenne a été un processus géré depuis la tête de l'État, où les mouvements sociaux n'ont pas été les acteurs centraux de ces transformations. Et face à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, les mouvements sociaux, la solidarité citoyenne, la réorganisation de certains tissus reprennent de l'ampleur, reprennent de la vie. Et pour le militant comme moi, qui vient de la militance dans le secteur populaire, dans le secteur des mouvements sociaux, et en Équateur, même pas de la militance dans les partis politiques, mais plutôt de ça, ça me laisse voir, euh, même si l'avenir économique du pays ça se voit comme quelque chose de très sombre, puisque aucune des solutions politiques dont on a parlé pourrait remettre rapidement le pays sur les rails d'une stabilité économique, même s'il y a cette partie-là qui peut arriver même jusqu'à mettre en danger la dollarisation, et ça serait une crise terrible pour l'Équateur. De l'autre côté, on voit un renouveau des mouvements sociaux, des nouvelles têtes émerger, des nouvelles dynamiques émerger, que ce soit pour les jeunes des universités. Ça faisait des années qu'on disait il n'y a pas de direction du mouvement des étudiants. Alors aujourd'hui, on les voit dans les rues avec des mots d'ordre politiques, clairement progressistes, clairement antinéolibéral. Il y a, pendant des années, on disait le mouvement indigène est mort. La preuve est faite que non, il n'est pas mort. Alors on a un défi devant nous de comment articuler ces choses-là. Là, je pense que c'est un peu différent de ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes en France parce que il y a quand même des organisations locales fortes en ce qui concerne le mouvement indigène. C'est pas totalement diffus. Dans les partis de province, dans les réalités indigènes, il y a une véritable organisation locale qui vient des modes de vie collectifs indigènes, etc. Dans la ville, on a un défi énorme, mais moi je pense que ces manifestations commencent ou lancent un nouveau cycle politique pour les organisations populaires, les organisations sociales, où il y a un grand défi d'organisation de toute cette dynamique et de tout ce qui vient de se passer. Il y a clairement un mouvement de classe qui se met en place. Si on regarde qui est dans les rues aujourd'hui, c'est les classes populaires. Ce n'est pas, même pas les classes moyennes. Il y a quelques classes moyennes qui ont une conscience liée au mouvement de la révolution citoyenne qui sont dans les rues. Mais si on regarde les discours, moi, tu vas acheter quelque chose, tu vas à la boulangerie et tu vois le débat entre le petit ouvrier qui vient des classes Oui, le populaires débat et la populaire, personne oui, qui oui, bien vient sûr, les et gens la commencent. personne qui vient acheter, et la personne qui vient acheter, et tu vois qu'il y a une division de classe. Tu vois que les gens des secteurs populaires savent qu'est-ce qui est en train de se passer, même s'il n'y a pas des débats académiques ou des clés académiques. Il Oui, y a bien cette sûr. intuition populaire qui est très vivante et qui a un terrain très fertile pour les années qui viennent dans l'organisation populaire. Donc,
Je pense que en termes économiques, on a des défis gigantesques parce que pour le moment, et on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, un retour vers un schéma économique comme on a vu dans la Révolution citoyenne est peu probable. Tout est possible. Il y a une stabilité grande, tout est possible. Mais si les choses restent Mm. comme elles sont, on ne verra pas Correa revenir dans les prochains mois au pouvoir. Donc, un retour vers une instabilité économique est difficile de voir à l'horizon. Mais par contre, le mouvement populaire a de la vie, a des nouvelles, un nouveau espoir qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir, justement, cette question-là. Super. Eduardo, ça sera le mot de la fin. J'espère que ceux qui nous suivent, ceux qui ont vu, ceux qui ont participé en posant les questions à Eduardo, ont pu découvrir déjà la finesse des analyses de notre camarade. Je pense que dans les prochains jours, on aura l'occasion de te rappeler, peut-être de refaire un Facebook Live en tout cas. Donc, pour ceux qui nous regardent maintenant et qui regarderont le programme, vu qu'évidemment, il sera transmis après sur YouTube, sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le partager et on reviendra, bien entendu, à mon avis, très, très prochainement sur les événements qui sont en train de se dérouler en Équateur en ce moment. Merci à tous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Eduardo, un grand merci à toi. Ton analyse nous a beaucoup apporté et à bientôt. Merci à vous.